Merci Nicolas Dantiger pour ce limpide posé. Maintenant, la salle peut poser des questions, intervenir librement. Donc c'est une question très générale hein, que vous posez là. Moi, je ne connais pas bien la question des échelles, mais finalement, il se trouve qu'il y a des étudiantes là, de première année, de première qui devaient faire un exposé et qui sont venues me voir sur la question « Peut-on mesurer la douleur ?» Une question vraiment qui paraît toute bête, mais qui en fait est absolument cruciale et qui est au cœur de notre sujet. Et devant leur expliquer donc de façon très simple, puisque elles sont des lycéennes, l'enjeu de leur exposé, dont elles n'étaient pas vraiment encore conscientes, hein, malgré leur curiosité, finalement, et ça me permet de répondre à votre question, ce qui me paraît absolument fondamental, c'est que finalement, l'enjeu n'est pas tant de mesurer que d'évaluer. Et quand on regarde les échelles, ce dont on s'aperçoit, c'est que l'objectif, c'est pas la mesure, l'objectif, c'est l'évaluation, c'est-à-dire de pouvoir comprendre ce que la personne vit, hein, ce par quoi elle passe, d'où la finesse d'observation incroyable quand on regarde toutes ces échelles et le progrès énorme que ça a constitué, hein, de l'observation, non pas d'une douleur dont on chercherait à mesurer le corrélat physiologique, hein, mais d'un comportement d'ensemble, d'un rapport au monde et à soi et à son propre corps, hein, qui permet d'avoir une approche finalement de ce que le patient traverse. Donc moi je dirais que finalement, le fait d'être soucieux d'une évaluation de ce que le patient vit, c'est ça qui nous met au plus près finalement hein, de ce qu'il traverse, hein, et que du coup, il faut privilégier cette approche-là, comme les échelles le font, hein, par rapport à une mesure qui est certes utile d'un point de vue instrumental, on pourrait dire, qui est utile également pour les études de recherche, hein, mais qui n'est pas forcément aussi pertinente quand on a à être confronté au quotidien à un patient qui souffre. Moyens pour augmenter l'empathie? C'est une excellente question. D'abord, je voudrais dire que je suis d'accord avec votre idée qu'il y a une dichotomie. Je pense que il y a vraiment des gens qui sont clairement dans un déni constant et d'autres qui sont dans une ouverture face à la plainte douloureuse d'autrui. En même temps, je pense que c'est fondamental de savoir que nous sommes nous-mêmes, chacun de nous, divisés. Hein, c'est-à-dire que cette tendance à reconnaître et cette tendance à nier, elle est en chacun de nous. Et que selon les circonstances, nous pouvons basculer assez facilement. Et moi, j'en ai l'expérience personnelle, hein, malgré le fait que ce sujet vraiment est un sujet qui me passionne. Comment, dans certaines situations, je peux me retrouver dans une position de déni vis-à-vis de la douleur d'autrui. Donc je pense que c'est fondamental de savoir que cette dichotomie, elle est à la fois externe et interne. Maintenant, comment faire pour augmenter les capacités d'empathie ? Je pense que c'est quelque chose qui est réalisable de façon limitée. Hein. Les Américains se sont beaucoup penchés sur cette question et la première chose qu'ils ont faite, c'est le constat qu'au cours des études de médecine, les capacités d'empathie des étudiants en médecine décroissent. Hein. Donc ils s'aperçoivent que quand on calcule les capacités d'empathie des étudiants en médecine, elles sont de plus en plus faibles à mesure qu'ils deviennent de plus en plus compétents et au moment où ils prennent une activité clinique à part entière, leur empathie est considérablement plus faible que ce qu'elle était au début de leurs études de médecine. Donc, ce que les Américains ont mis en place et qui arrive en France depuis peu, c'est un enseignement où, au lieu d'enseigner des maladies, on enseigne des maladies vécues, hein, c'est-à-dire des patients qui viennent à l'amphi ou dans les salles de cours hein, et qui racontent leur histoire, ce qui fait qu'ensuite, quand le médecin pense à la polyarthrite rhumatoïde, il ne pense pas à un ensemble de signes cliniques et de signes biologiques, mais il pense à une personne qui a raconté son histoire. Et là, je pense que toute la place de la médecine narrative hein, est très importante, c'est-à-dire l'idée que la douleur se déploie dans un récit. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très important. La deuxième chose qui est beaucoup plus générale, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, je pense que nos capacités d'empathie sont proportionnelles à nos capacités de représentation. C'est-à-dire, je crois que la plainte douloureuse a par elle-même une violence qui constitue une véritable effraction pour celui qui la reçoit. Pourquoi ? Parce que, quelle que soit la position dans laquelle nous sommes, quelqu'un qui dit qu'il a mal
nous fait porter une certaine responsabilité, hein, nous fait porter la charge de cette plainte et du coup de la question de notre capacité ou non à lui venir en aide. Et que lorsque nous avons à la fois le sentiment que nous ne comprenons pas ce qui arrive à l'autre et que nous n'arrivons pas à lui venir en aide, toutes les conditions sont réunies pour le rejeter. Donc ce que je crois, c'est que finalement, je pense que ce qui permettrait d'augmenter les capacités d'empathie des soignants, c'est de très bonnes connaissances de la neurophysiologie de la douleur. C'est-à-dire qu'être familier avec les contrôles modulateurs de la douleur, ça offre une énorme perspective de représentation face aux fluctuations de la douleur. Quand un patient vous dit que quand il est stressé, sa douleur augmente, quand il vous dit que quand il regarde un film qui l'intéresse, sa douleur baisse, vous avez des représentants, des corrélats cliniques d'un phénomène de neuromodulation qui, s'il est clairement établi dans votre tête, représentable, y compris par des circuits anatomiques et des molécules, des neuromédiateurs, même si c'est des représentations schématiques, voire même métaphoriques, peu importe, il faut avoir accès à un système de représentation. Et mon pari, c'est que d'avoir un système de représentation de la douleur, c'est bien, et que d'avoir un système de représentation de la douleur et de notre perception de la douleur d'autrui, c'est mieux. C'est-à-dire que si nous avons aussi, en même temps que nous sommes en interaction avec un patient, une représentation des enjeux et de ce qui se passe en nous dans l'interaction avec le patient, c'est-à-dire que, par exemple, si je peux vous livrer une expérience récente, dans un contexte qui n'était pas une consultation de la douleur, mais un examen électromyographique, puisque c'est mon autre activité à l'hôpital, j'ai vu une patiente noire arriver dans la salle de consultation pliée en deux. Hein. Elle venait pour un électromyogramme, j'étais en retard, il y avait plein de patients qui attendaient. Je n'étais pas responsable de la prise en charge clinique de cette patiente, puisque j'étais juste là pour faire son électromyogramme. Elle est rentrée dans la pièce, et mon premier réflexe, ça a été de me dire, qu'est-ce qu'elle exagère? Quel cinéma? Voilà. Hein, donc je vous fais ce exposé sur la perception de la douleur d'autrui, sur les biais de jugement, et paf, ça s'est passé il y a 2 mois, hein, je me suis retrouvé en plein là-dedans. Ensuite, la patiente s'est allongée, je lui ai demandé ce qui lui arrivait, et j'ai compris en 5 minutes qu'elle souffrait atrocement, hein, qu'elle avait des douleurs extrêmement intenses, c'était une femme extrêmement courageuse, et que donc j'avais été pris par un biais racial, premièrement, et deuxième biais par lequel j'avais été pris, plus quelqu'un montre ou dit qu'il a mal, moins on le croit. Donc voilà 2 biais dont je vous ai parlé qui m'ont totalement transformé mon jugement immédiat sur cette patiente. Alors ce qui change tout, je pense, c'est quoi? Ce qui change tout, c'est d'être conscient de ces biais, c'est-à-dire de pouvoir les rectifier, les moduler dans l'interaction avec le patient, en étant conscient de ce qui nous est arrivé, au lieu de se bloquer finalement d'emblée à ce premier jugement, hein, qu'il faut bien assumer. Je pense qu'il y a aussi cette idée-là, qu'il faut aussi assumer le fait que nous ne sommes pas entièrement bons et que nous sommes ambivalents face à la douleur d'autrui. Hein. Et il y a là-dessus une phrase de Lucrèce qui est très souvent citée dans La recherche du temps perdu de Proust et qui est très belle. Hein. C'est « Il est doux lorsque la vaste mer est soulevée par le vent de contempler du rivage la détresse d'autrui ». C'est-à-dire que d'être du bon côté de la barrière face à des patients qui souffrent, ça nous satisfait aussi, hein, ça satisfait notre crainte de nous retrouver nous aussi dans une situation de souffrance. Et donc je pense que la conscience de notre ambivalence est aussi un élément important pour améliorer notre empathie. Ce qui implique, et je terminerai là-dessus, et c'est le point le plus délicat finalement, ce qui implique que pour pouvoir augmenter les capacités d'empathie de quelqu'un, il faut que cette personne soit capable d'être en contact avec sa propre souffrance. C'est-à-dire d'être au clair avec ce qui le fait souffrir, hein, pour pouvoir moins fuir ce qui le fait souffrir. Ça, évidemment, ça demande un travail qui, je pense, est l'enjeu véritable d'un soignant qui s'engage dans une démarche comme celle-là. Hein. Mais on n'est pas toujours, chacun n'est pas toujours très au clair avec ça. Hein. Et on n'est pas toujours capable de ça dans des situations où on est submergé par quelque chose qui nous dépasse, hein, qui est trop dur. La réponse est non, hein, c'est-à-dire que la vie émotionnelle des patients insensibles congénitaux à la douleur ne diffère en rien de celle de la population normale. Ils sont tristes dans les situations de deuil, ils sont angoissés dans les situations, par exemple, de séparation. Donc, non, ils ont une vie émotionnelle qui est similaire, hein, il n'y a pas d'abrasement. En revanche, je pense que l'insensibilité congénitale à la douleur pose un vrai problème
à l'adolescence. C'est-à-dire que, alors ensuite il faudra regarder en détail, parce que ce qui est passionnant avec cette situation, c'est que c'est à la fois une situation limite, qui est à la limite de l'humanité, c'est-à-dire c'est quand même des gens qui sont hors de l'humanité, d'une certaine façon, puisque l'humanité est souffrante. C'est une de nos caractéristiques, c'est que nous avons la possibilité de souffrir, de pâtir, et en particulier de notre corps, et que ces patients-là sont des extraterrestres, d'une certaine façon. Et eux, ils ne ressentent pas la douleur. Et ça complique énormément leur vie, à certains égards. Certains d'entre eux se sentent hors humanité. Ils se sentent hors humanité, et en particulier à travers la question de la représentation de la douleur d'autrui. C'est-à-dire que certains d'entre eux se sentent insensibles à la douleur des autres et se sentent du coup inhumains. La question de leur propre humanité est interrogée à travers cette question-là. L'autre aspect intéressant, c'est la question de l'image du corps. Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup intéressé. C'est les modifications d'image corporelle chez les patients sensibles cognito à la douleur, c'est-à-dire comment la douleur est nécessaire, l'expérience de la douleur, d'avoir un corps susceptible de souffrir, est nécessaire à la délimitation du corps propre et au sentiment de soi. J'ai pas mal de, pas tous, parce que c'est très variable d'un patient à l'autre, c'est ça aussi qui est intéressant, selon son histoire, selon plein de choses. Certains patients ont recours à des techniques d'autostimulation pour essayer de sentir leurs limites corporelles. Ils se font des mouvements de balancement. Les enfants insensibles congénitaux à la douleur souvent tapent la tête contre les barreaux du lit pour essayer de sentir les limites corporelles. Il y a un sentiment que quand la zone est insensible, la zone du corps est insensible à la douleur, elle est étrangère, elle est dévitalisée. Quelque chose auquel on a accès, par exemple, quand on réfléchit à ce qui nous arrive quand on va chez le dentiste et qu'on a une anesthésie. Ça dure très peu, donc on n'y fait pas attention, mais imaginez juste que ça dure tout le temps. Une zone insensible, on passe notre temps à la titiller, à essayer de la stimuler, de sentir. Une zone qui a perdu sa vitalité, qui a une texture comme de la pierre ou du carton. Donc la question du vivant du corps est étroitement liée à la question de la perception douloureuse. Donc il y a toutes ces choses-là qui se mêlent et qui font qu'il peut y avoir des difficultés, tout particulièrement à un moment donné où il y a tellement de changements corporels, et tellement de changements tout court, qui est la période de l'adolescence, et où aussi se joue à travers l'insensibilité à la douleur une dialectique intéressante entre la toute-puissance et la vulnérabilité. Toute-puissance parce que ces patients peuvent montrer qu'ils sont invulnérables, et on voit chez l'adolescent parfois des surenchères, des concours de brûlures de cigarettes, de chutes de vélo spectaculaires pour épater la galerie, avec des conséquences parfois dramatiques, mais qui visent aussi à masquer un sentiment de vulnérabilité très fort, d'être différent d'autrui, et également lié à leur parcours, parce que beaucoup de ces patients ont passé longtemps à l'hôpital à cause de complications graves, de brûlures graves, de fractures qui n'ont pas été réduites, etc. Donc c'est tout un climat affectif particulier, mais qui, encore une fois, varie d'un patient à l'autre, et qui varie également chez un même sujet. Et par exemple, j'ai eu l'occasion de voir un de ces patients qui se situe justement dans les 5 qui sous-évaluent la douleur d'autrui, qui avait des scores d'empathie très bas. Et j'ai eu l'occasion de le voir à 3 ans d'intervalle. Et donc 3 ans après l'étude, ce qui était passionnant, c'est que je l'ai vu dans un contexte où cette fois sa femme allait accoucher. Et lui, qui était d'une froideur sur la douleur d'autrui incroyable, et même sur les relations humaines, je me souviens, il m'avait dit, à l'époque, c'était pas encore sa femme, il n'était pas marié avec elle, il devait partir à l'étranger pendant 1 an, et il ne comprenait pas que pour elle, c'était dur d'imaginer une séparation pendant 1 an. Il m'avait dit, je déteste les gens qui se plaignent. Donc on voyait bien le lien entre son insensibilité à la douleur corporelle et son incapacité à se représenter la tristesse d'autrui. Et bien 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, il est marié, sa femme va accoucher, et là, il me dit qu'il est angoissé à l'idée que sa femme accouche. Je lui demande pourquoi, et il me dit cette chose très émouvante. Il me dit parce qu'elle risque d'avoir mal, et j'arriverai pas à me représenter ce qu'elle éprouvera. Donc, dans ce contexte nouveau de la naissance d'un enfant et de la mise au monde d'un enfant avec la douleur que ça implique, tout d'un coup, cet homme qui paraissait froid et insensible vis-à-vis des émotions d'autrui se retrouve confronté à l'impossibilité de se représenter ce que sa femme va vivre dans ce moment crucial de leur vie, et du coup touche du doigt quelque chose qui, quelques années auparavant, était tout à fait au-delà de ce qu'il pouvait comprendre. Donc vous voyez que même dans l'histoire d'un sujet, à un moment donné de sa vie, selon les circonstances, le rapport aux émotions d'autrui, à ses propres émotions, peut varier. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps presse. Nous resterions tout l'après-midi avec vous. Mais donc,